C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu face à Poutine. Kiev gagne la guerre. Regardez ces images, un dépôt de pétrole dans la région de Krasnodar en Russie après une frappe de drone, frappe également sur une raffinerie de pétrole à Oufa. On est à plus de 1500 km de la frontière ukrainienne. Ici, Moscou, jeudi dernier, là, impressionnante file de voitures qui attendent pour faire le plein d'essence. La guerre est-elle en train de s'intensifier et à la faveur de l'Ukraine, est elle-même l'Ukraine à deux doigts de reprendre la Crimée sous le feu des frappes incessantes. La péninsule semble se transformer en piège pour Moscou, acculé, étranglé. Les Ukrainiens vont-ils même y débarquer? Les Russes le craignent et se barricadent. Il a réagi, le patron du Kremlin, mais derrière les mots, quels actes redoutés? Quelle sera la vengeance de Poutine? Vous le verrez, l'Ukraine est en train de gagner. Voilà ce qu'on entend également désormais du côté de Washington. Quel retournement de situation. Plus fort encore, voilà Trump qui flatte Volodymyr Zelensky. Alors au sujet du président américain, il affronte une sacrée tempête. On vous parle dans cette émission également de cette question. Y a-t-il une taupe à la Maison-Blanche? Pire encore, un membre du cercle restreint qui balancerait. Deux journalistes du New York Times ont écrit un livre, Regime Change, et qui fait un bruit monstrueux. Certaines fuites et récits sont si précis qu'ils sèment la panique, donc à Washington. Alors le grand dossier, avant toute chose, face à Poutine, Kiev gagne la guerre. C'est parti. Écoutez, regardez. Le pouvoir russe déplace davantage de systèmes de défense antiaérienne vers Moscou, Valdai et le pont de Poutine au détroit de Kerch, au détriment des défenses antiaériennes dans d'autres zones. Ils ont concentré des centaines de lanceurs pour les systèmes S-400, S-500 et Pantsir, rien que dans la région de Moscou. Kiev tente de perturber l'approvisionnement énergétique et de nuire à la saison touristique. Ils nous l'ont confirmé via divers canaux. C'est au ministère de la Défense et aux forces de l'ordre qu'il revient d'éliminer ces menaces. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Samantha Bendern, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous Guillaume Roquette, merci également d'être avec nous, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonjour colonel Michel Goyard, ravi de vous retrouver, consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Et je rappelle votre note de blog, La Voix de l'épée. Merci à Xavier de Giacomoni d'être avec nous également aujourd'hui. Dans cette émission, nous serons également rejoints par Jean-Marie Guéhenno, qui est vous le savez, l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU et qui est de passage à Paris. Il nous fait l'amitié de venir sur ce plateau. Alors, tout d'abord, la guerre est-elle en train de s'intensifier ? Nous allons vous parler de ces nouvelles frappes sur des sites pétroliers en particulier, mais c'est le colonel Goya surtout qui va œuvrer. Alors, colonel, encore 2 sites pétroliers frappés ces dernières heures. Jour après jour, l'Ukraine enfonce le clou et poursuit sans relâche sa stratégie de pilonnage. Oui, alors c'est pas complètement nouveau. Ça fait au moins 1 an que les Ukrainiens ciblent particulièrement tout le réseau de raffineries russes. Là, effectivement, les images que l'on voit, ça se passe à Oufa. Donc c'est un centre extrêmement important de raffinage. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la distance, c'est au niveau de l'Oural, c'est à 1500 km. Donc ça veut dire que les Ukrainiens sont vraiment capables de frapper sur l'ensemble de la Russie d'Europe avec leurs forces de frappe made in Ukraine, c'est-à-dire que là ils n'ont même plus besoin maintenant des systèmes occidentaux, ils ont de quoi frapper à très grande distance avec précision et avec une grande puissance. Là ça se passe à Krasnodar, donc c'est beaucoup plus près, c'est dans le Caucase, mais c'est très important aussi parce que toute cette région alimente également en carburant le front. Et donc voilà, donc ils tapent sur les raffineries depuis maintenant 1 an, avec une accélération quand même ces derniers mois. On se rappelle effectivement des images de Moscou qui ont beaucoup frappé, sans mauvais jeu de mots. Avec toujours cette chape là qui s'est envolée dans le... Voilà, alors avec cette particularité que c'est un missile russe qui a provoqué cette explosion d'un dépôt. En soi, c'est pas une raffinerie, c'est un dépôt, donc c'est pas en réalité très important. Mais c'est dans la bataille un missile russe qui, à l'horizontale, est venu faire exploser ce dépôt. Mais l'ensemble, évidemment, il y a toute une série de frappes sur toute la région. Il y a eu des frappes aussi dans la région de Saint-Pétersbourg.
Et avec cette particularité que tout ça, c'est aussi très spectaculaire. Donc ça a un effet, ça a un impact sur l'économie, incontestablement. Ça a un impact sur la vie quotidienne des Russes. Justement, cette stratégie, elle semble payer. Colonel, les conséquences sont de plus en plus douloureuses pour le pays, pour les habitants. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que ça a plusieurs avantages. C'est un avantage d'ailleurs concret, un peu, ça doit gêner un peu la logistique militaire quand même, qui a besoin aussi de carburant, mais ça gêne surtout les finances du pays, ça gêne l'économie du pays, ça gêne la vie quotidienne aussi des gens. C'est-à-dire que sans avoir à frapper sur la population, on montre quand même que la guerre, ils sont en guerre, tout simplement, et que toutes ces régions, en particulier la région de Moscou, de Saint-Pétersbourg, qui étaient un peu préservées, non, maintenant ils voient des nuages de fumée, et puis ils sont obligés de faire la queue pour avoir de l'essence. Et là, on a la carte où les Russes sont obligés d'instaurer des rationnements. Enfin, il y a une vraie crise du carburant sur toutes les provinces qui sont en rouge, c'est-à-dire quasiment la totalité. Le reste, c'est quasiment désert. Et donc, oui, il y a une crise du carburant, incontestablement, en Russie. Alors, pour faire face, Moscou redéploie ses systèmes de défense. Alors, ces systèmes de défense, si on regarde la carte, on voit aussi que c'est quand même très grand tout ça. Donc, c'est à la fois un avantage stratégique d'avoir une grande profondeur comme ça, et en même temps, il faut tout défendre et c'est très compliqué. Donc là, on voit des systèmes, probablement des Pantsir, ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça du SHORAD. C'est de la défense aérienne à courte portée. C'est fondé essentiellement sur des systèmes Pantsir ou des systèmes Tor, donc qui ont des canons mitrailleurs, des radars, des missiles, des petits missiles comme celui qui a frappé le dépôt qu'on voyait tout à l'heure. Le problème, c'est que des Pantsir, je crois qu'il y en a 200 à peu près en Russie. Et alors c'est très utile, mais il ne peut pas y en avoir partout. Donc là, on voit la carte dans la région de Moscou. Alors Moscou, c'est particulier, vraiment. Non seulement il y a des impacts économiques, mais c'est la capitale. Donc c'est le centre du pouvoir. Donc ça fait l'objet d'une attention particulière. On voit toutes les défenses. Ça, ce sont les systèmes, les batteries, en gros les Pantsir qu'on a vu tout à l'heure, qui sont installés autour de la capitale. Mais s'ils sont autour de la capitale, ils ne sont pas ailleurs. Merci beaucoup, colonel. Samantha de Mendern, je lisais, la guerre est en train de s'intensifier. Est-ce que c'est juste de le dire? La guerre s'intensifie? Alors, en tout ce qui concerne les frappes sur Moscou, absolument. Ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens ont compris que sur le terrain, c'est-à-dire dans le Donbass, sur le front, c'est très très compliqué pour eux, même s'ils sont en train de reprendre un peu de terrain, mais que pour eux, aujourd'hui, contraindre la Russie à potentiellement arrêter cette guerre, la seule façon de le faire, ce sont des frappes dans la profondeur pour nuire à la machine de guerre, nuire aux entreprises pétrolières et nuire à l'économie russe. C'est une stratégie qui est assumée. C'est une stratégie, une de leurs stratégies de la victoire. Ils savent que reprendre tout le terrain que les Russes ont conquis sera très compliqué militairement, et qu'une des seules façons d'atteindre quelques objectifs par la voie de la diplomatie serait de mettre cette pression qu'ils sont en train de mettre sur la Russie aujourd'hui. Et on voit les résultats. On voit en tout cas que le Russe lambda comprend vraiment qu'il y a une guerre. Alors il y a des images hallucinantes qui sortent de Russie, de personnes qui vont s'approvisionner en essence et qui ne comprennent pas pourquoi il y a un problème. Dans quel pays on vit? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'ils se réveillent tout juste au fait que le pays est en guerre. On sera dans quelques instants avec Sergueï Boutman qui va nous raconter justement à quel point la guerre est en train de s'infiltrer dans le quotidien des Russes. Mais moi, je voudrais qu'on revienne également sur Poutine qui retire ses défenses du front pour protéger Moscou, les fameux Pantsir que vous nous avez montré, colonel. Et puis ce qu'on appelle donc l'anneau de la peur, le cercle de la peur, avec tout ce déploiement de systèmes de défense aérienne autour de Moscou pour protéger potentiellement Poutine. Poutine panique, c'est ça ce que ça nous raconte? Je ne sais pas s'il panique, mais en tout cas, effectivement, il se protège. Parce que c'est un peu paradoxal de dire que la guerre s'intensifie quand les frappes ont lieu à 1000 kilomètres du champ de bataille. Et pourtant, effectivement, c'est vrai. Et puis, Vladimir Poutine, c'est d'abord l'homme d'un pouvoir personnel, d'un système qu'il a organisé autour de lui, et donc la première richesse à défendre à ses yeux, ça n'est pas son pays, c'est son pouvoir.
Et donc effectivement, c'est assez logique compte tenu de la capacité nouvelle des Ukrainiens à aller frapper aussi loin qu'ils se protègent. Moi, je mesure pas l'impact que ça a sur en termes de dégarnissement du front en moyens antiaériens. On a vu filtrer des petits papiers, des articles ici et là, montrant une petite colère dans les rangs russes du côté du front parce qu'ils se retrouvent sans les moyens nécessaires pour... Oui, effectivement. Et par exemple, quand Poutine remet plus d'équipements pour protéger le pont de Kerch, on peut imaginer que ce sont des équipements qui sont pris sur le front, qui n'est pas très loin de l'autre côté de la Crimée. En revanche, moi, là où je m'interroge, c'est sur l'impact sur le cours de la guerre d'un affaiblissement économique. Le propre des dictatures, c'est que elles sont, tant que l'homme qui est au pouvoir n'est pas renversé, elles sont dures au mal dans la mesure où on se préoccupe pas de la vie des citoyens. Le raccourci est un peu hasardeux, mais c'est un peu ce qu'on a vu en Iran. Les Américains et les Israéliens ont cogné pendant des semaines, ils ont frappé des infrastructures, ils ont frappé des centres de pouvoir, et pourtant le régime n'est pas tombé. Donc est-ce que ce sera suffisant, cette nouvelle offensive ukrainienne, pour changer le cours de la guerre? J'en suis pas certain. Je vous propose qu'on en parle avec Sergei Boutman, qui est maintenant avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste russe et vous êtes vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. Vraiment, merci de prendre le temps. C'est toujours passionnant de vous écouter. Je vous pose la question qu'on a inscrite, nous, en bas de l'écran, quand on voit encore une fois l'anneau de la peur autour de Moscou, ces systèmes de défense déplacés autour de la capitale pour tenter de protéger certainement, surtout Vladimir Poutine. Est-il en train de paniquer, le patron du Kremlin? Non, je pense que c'est une phrase trop forte pour décrire ce que ressent Poutine. Personne ne sait ce qu'il ressent. Et bien sûr, il est au courant de ce qui se passe parce que la situation n'est pas encore critique, mais elle est très dangereuse pour le cours de la guerre et aussi pour la population, pour les gens et surtout pour la capitale, Moscou. Vous savez, il y a une heure, une alerte a été annoncée. Une alerte a été annoncée et on frappe beaucoup de raffineries de pétrole et d'autres installations aux environs de Moscou. Et pour protéger Moscou, parce que Poutine a d'autres moyens de protection et personne ne sait s'il est vraiment à Moscou ou dans ses environs, c'est pour protéger la capitale surtout. Pour protéger la capitale, c'est pourquoi on cumule toutes ces installations DCA, c'est pour en vidant, en créant un vide sur le front, et surtout autour de la Crimée qui est aussi frappée. Oui, on va parler de la Crimée. Et c'est pourquoi il y a un problème d'essence et les habitants commencent petit à petit à penser que 2 et 2 font 4 et que la guerre, les frappes ukrainiennes et le manque d'essence, maintenant c'est aux environs de Moscou, c'est limité à 20 litres pour une voiture. Ils commencent à calculer et réaliser la situation telle qu'elle est et pas telle qu'elle se présente dans la propagande. Alors justement, on voulait vous faire écouter ces quelques témoignages d'automobilistes russes qui commencent visiblement sincèrement à être ulcérés. On les écoute et puis on en parle juste après. C'est vraiment serré. On fait la queue pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça devient ingérable. Il est temps de terminer et de s'en aller. Vous faites 200 km en dehors de Moscou et on ne vous donne pas plus de 10 litres. À certains endroits, on ne vous en donne pas du tout. Lorsque j'arrivais dans les stations-service, soit il y avait du carburant et il fallait attendre un peu, une quinzaine de minutes environ, pas davantage. Soit nous passions simplement devant, constations que les pompes étaient complètement fermées et cherchions une autre station. Alors ce que l'on comprend, et vous m'arrêtez si je me trompe, c'est que l'un des objectifs de Volodymyr Zelensky, c'est bel et bien de faire entrer la guerre dans le quotidien des Russes et potentiellement que les Russes en souffrent. Est-ce que, voilà, vous avez commencé à le dire, mais est-ce que ça marche, mais surtout avec quel impact pour la suite? C'est Guillaume Roquette à l'instant qui disait, moi je m'interroge sur l'impact justement de l'économie qui souffre sur la suite de la guerre.
la suite de la guerre. On pense maintenant ce qui était caractéristique de cette guerre, que ce n'était pas une guerre pour beaucoup de Russes. C'était une opération spéciale militaire. C'était très très loin de nos foyers et c'était quelque part en Ukraine, et il était facile d'imaginer que c'était l'Ukraine ou l'OTAN qui a attaqué la Russie, mais la Russie résiste, et en Ukraine, elle mène une opération spéciale militaire. Le premier impact, c'était la mobilisation de 2022. Ensuite, maintenant, 4 ans plus tard, ce sont les frappes ukrainiennes qui commencent à énerver les Russes et qui commencent à faire comprendre à nos concitoyens que c'est quelque chose de grave. En ce qui concerne les champs de bataille, c'est difficile à dire, mais ce qui se passe dans le sud de la Russie, c'est sur les territoires occupés, les chemins sont vulnérables et amener du carburant, quand il y en a, ça devient presque impossible. Et puis les voies ferrées, l'électricité qui manque en Crimée, et voilà, c'est quelque chose de très grave. Pour la première fois, c'est les offensives de l'Ukraine en 23, 22, là c'est les contre-offensives, c'était quelque chose de grave, mais pas à tel point que maintenant. On reste ensemble, Sergueï Boutman, mais donc je rajoute aussi cette information, là je la lisais avant de rentrer en plateau. Privé d'une vingtaine de ses raffineries et pour compenser une chute de 25% de sa production, la Russie va devoir acheter son propre pétrole à l'Inde. Donc je poursuis l'interrogation de Guillaume Roquette. Quel impact sur la suite de la guerre quand, à ce point, l'économie russe est touchée ? L'impact il sera sans doute important. Le souci pour l'Ukraine, c'est que ça prend beaucoup de temps. En revanche, ce ne sont pas les gens qu'on a entendus tout à l'heure qui vont démettre Vladimir Poutine. De même qu'en 1917, ce n'est pas le peuple russe qui a fait partir le tsar. Ce sont tous les oligarques qui sont autour de lui, qui sont proches de lui, qui profitent de l'État russe depuis très longtemps, qui profitent aussi de cette guerre, notamment à travers la fabrication de tout l'armement, tout le complexe militaro-industriel. Et le jour où ils vont décider qu'ils ne gagnent plus assez d'argent, qu'ils risquent même d'en perdre, et voire même de perdre beaucoup plus avec Vladimir Poutine, ils décideront de s'en séparer et de mettre quelqu'un d'autre. Est-ce que ce sera mieux pour l'Ukraine ou pas ? Pas forcément d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est là-dessus que jouent les Ukrainiens. Par rapport au pétrole raffiné, oui, c'est un énorme problème. La Russie a déjà importé du pétrole raffiné, par exemple, de Biélorussie. C'est-à-dire que, comme vous le disiez avec l'Inde, le pétrole extrait en Russie va partir en Inde et reviendra sous forme raffinée. Mais c'est pas tenable dans le long terme, surtout maintenant, avec les prix du pétrole qui ont chuté depuis ces négociations entre les États-Unis et l'Iran. On est aux alentours de $75 le baril. La Russie le vend dans les $60. Ça va plus être très intéressant économiquement parlant. Je voudrais qu'on vous montre l'une des images du jour, à n'en pas douter, les images spectaculaires d'un arraisonnement de pétrolier. C'est la Marine nationale française qui a arraisonné le pétrolier. C'était mardi, Deliver, alors qu'il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer. Et c'est le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même qui a relayé ces séquences sur son réseau social X. Il ajoute ces mots: cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni, illustre la détermination des Européens. Nous ne laisserons pas la flotte fantôme contourner les sanctions et financer l'effort de guerre russe. Poutine aussi en difficulté. D'ailleurs, d'abord, que voit-on, peut-être, colonel, pour prendre nos téléspectateurs par la main et expliquer ce qu'on leur montre ? C'est typiquement un arraisonnement. Alors, c'était mardi, en réalité. Oui, je me suis corrigé. C'était la préfecture maritime de Méditerranée qui a ordonné d'aller inspecter un navire. C'est comme ça que ça se passe. On a le droit d'aller inspecter avec des soldats, donc là, en l'occurrence des commandos marines, un navire que si on suspecte qui ne respectent pas la réglementation sur le pavillon en particulier, etc. Et donc c'est ce qui s'est passé. Puis si on s'aperçoit qu'il y a des défauts, ce qui est le cas, eh bien on va l'amener dans un port. Donc c'est la 5e fois qu'on fait ça. Nous Français, en tout cas, c'est bon. Après, la question qui se pose, ok, c'est gênant, mais qu'est-ce que devient? On n'en parle pas beaucoup, rarement après. Qu'est-ce que ça devient véritablement? C'est les navires. Généralement, on les relâche. Et puis, finalement, ça n'a pas beaucoup
toucher la flotte fantôme qui comprend des centaines de navires comme celui-ci, peut-être donc, 900. Du coup, j'allais vous demander si c'était la preuve que Poutine était aussi en difficulté en mer. C'est pas si simple que ça. Disons que je préfère la méthode ukrainienne qui consiste à les couler directement. Il y en a 12 qui ont été coulés par les Ukrainiens et je pense que ça a beaucoup plus d'impact effectivement sur la contrebande de pétrole de la part des Russes. Samantha et Guillaume. Alors, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le potentiel de panique au Kremlin. Il faut quand même se rappeler que M. Boutman ne peut pas dire tout ce qu'il veut parce qu'il est dans un endroit extrêmement contrôlé. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant ces derniers jours. Zelensky a lancé un ultimatum au dictateur bélarusse Alexandre Loukachenko, lui disant d'éteindre les relais GPS qui permettaient aux drones russes d'atteindre les cibles en Ukraine. Il a dit si vous ne les éteignez pas, on va s'en occuper, nous les Ukrainiens. En gros, les Ukrainiens iraient bombarder le Bélarus. Monsieur Loukachenko a pris un avion et parti à Moscou, commandant en chef des armées, 2 jours avant l'ultimatum qui expire demain. Et aujourd'hui, le Bélarus a éteint ses relais. C'est comme si le Bélarus, l'allié le plus proche de Vladimir Poutine, sentait le vent tourner. L'allié de la Russie décide de céder à l'ultimatum de Zelensky. Là, on sent, je crois que c'est un tournant très très important, parce que si quelqu'un comprend ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la Russie, c'est bien Alexandre Loukachenko. Et puis, il faut aussi dire que Poutine ne peut pas ne pas commencer à s'inquiéter. Xavier a mentionné les oligarques. Moi, je mentionnerai aussi une partie de l'armée qui commence à vraiment se poser des questions sur l'objectif de cette guerre, et une autre partie de l'entourage de Poutine qui, elle, aimerait que la Russie tape beaucoup plus fort sur l'Ukraine. Donc on sent beaucoup de tensions qui vont dans les deux sens, et les alliés qui commencent à être un petit peu moins conciliants. Guillaume, vous voulez réagir sur l'arraisonnement ? Oui, et sur la proposition du colonel Goya, effectivement, qui serait un peu plus efficace, qui consiste à couler les bateaux. Vous savez que l'idée, c'est qu'il faut pas que les eaux internationales soient un Far West. Et donc, il y a une convention de l'ONU qui s'appelle la convention de Montego Bay, qui je crois date de 1982, et qui prévoit que dans les eaux internationales, dans les eaux territoriales, les pays font ce qu'ils veulent. Et dans les eaux internationales, les marines de guerre, les marines militaires, ont le droit d'arraisonner des bateaux si elles soupçonnent fortement que leur pavillon soit un pavillon de complaisance, c'est-à-dire ne corresponde pas à la nationalité réelle. Et ensuite, elle ramène le bateau pour pouvoir faire des vérifications. Donc ça, c'est autorisé. Couler le bateau, c'est un peu plus compliqué du point de vue du droit international. C'est un acte de guerre. Donc, il est à craindre. Pour vérifier l'identité, ça va loin, quoi. Voilà, sur le fond, ça me choquerait pas, mais la France étant toujours drapée à juste titre dans l'état de droit, ce serait difficile de prendre ce genre de mesures. En tout cas, il y a un élan qui est peut-être en train de se créer quand on voit quelques déclarations. L'ex-ambassadeur de France en Ukraine, Étienne de Poncin, a déclaré, c'était il y a 3 jours, la question n'est plus de savoir si l'Ukraine va gagner la guerre, mais quand elle va la gagner. Plus fort encore, Jeremy Lewin, qui est un sous-secrétaire d'État américain, a prononcé hier une phrase qui rompt avec la prudence diplomatique habituelle. Il a dit ceci: nous vivons actuellement un moment où l'Ukraine est en train de gagner la guerre. C'est relayé par nos confrères du journal L'Indépendant. Il a fait cette déclaration lors d'un dîner organisé à Gdansk. L'Ukraine en train de gagner, colonel Goya ? Pas forcément. Non, il faut être attention. Il faut être assez mesuré. Effectivement, si on revient un an en arrière, l'an dernier, on voyait la situation et à l'époque, on se disait bon, ça va être compliqué. L'année 2025 va être très compliquée et il y avait un débat d'ailleurs, beaucoup de gens qui disaient non, ben voilà, l'Ukraine ne peut pas tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais non seulement l'Ukraine a tenu, mais maintenant, effectivement, elle donne des coups, elle porte des coups très sévères. Et en gros, pourquoi l'Ukraine a tenu ? Parce que là, innové, elle a inventé militairement plein de choses. Tous ces drones qui frappent sur Moscou et ailleurs, ils ont été inventés à cette époque. Ils sont en train, on en parle assez peu, enfin si, la Crimée en fait partie, mais ils sont en train de faire une grande campagne de frappe également dans toutes les régions occupées, avec des nouveaux modèles de drones, etc., etc. Maintenant, sur le terrain, ils sont en train de perdre la ville de Konstantinivka, qui fait partie de la ceinture de fer. C'est le début, c'est vraiment la base de la ceinture de fer qui va jusqu'à Sloviansk. Et Kupiansk, ça se passe pas forcément très bien. Donc sur le terrain, c'est pas aussi évident que ça. Donc oui, il y a une campagne d'usure qui est très efficace, très spectaculaire, qui est efficace, mais qui
va peut-être porter ses effets plutôt dans le temps. Messieurs, gardez cette énergie, on continue d'en parler de cette Ukraine qui serait en train de gagner. Je voudrais juste qu'on retrouve encore une fois Sergueï Boutman avant de le laisser filer. Sergueï, vous allez nous emmener vers la suite de notre discussion. La Crimée. On va beaucoup vous parler dans un instant de la Crimée. Vous, pensez-vous qu'il y a effectivement une panique russe du côté de la Crimée et y a-t-il une inquiétude de voir les Ukrainiens débarquer, isolés, écraser, étrangler cette Crimée annexée ? Ils sont presque isolés. Et quand on parle de la panique, je me méfie de ces mots. Il ne s'agit pas de pression que je subis, par exemple, étant journaliste en Russie, mais il s'agit d'autre chose. Quand on n'est pas proche de quelqu'un, de Poutine, par exemple, on ne peut pas dire s'il panique ou pas. On voit ces paroles, ce monde imaginaire qu'il nous décrit. Il y a aussi autre chose. On voit ses actions. Et son état d'esprit, on le connaît pas. Voilà. Mais quant à la Crimée, c'est une chose très grave parce que l'électricité est presque coupée, les ponts sont en train d'être détruits, les ponts qui relient la partie occupée continentale, si on peut le dire, par la Russie et la Crimée. La situation est énormément grave et on a cessé une chose, on a arrêté d'inviter les touristes. Pendant les situations de crise, pendant même des bombardements, on était à la propagande d'inviter des touristes à visiter, à séjourner en Crimée. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est la colonie de vacances Artek, la fameuse, la célèbre, a été évacuée. Donc, c'est très, très grave ce qui se passe. Merci beaucoup Sergueï Boutman, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous une nouvelle fois. Je le rappelle, c'est précieux de vous entendre. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, la Russie fortifierait les côtes de la Crimée occupées justement. On en parle sur la défensive face à la menace d'un débarquement ukrainien qu'elle juge désormais crédible. Alors l'Ukraine peut-elle prendre la Crimée ? Nous en parlons aussi avec Jean-Marie Guéhenno. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Diplomate français, spécialiste des questions de défense et des relations internationales. Vous êtes professeur à Columbia, ancien secrétaire général adjoint à l'ONU. Merci beaucoup de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes de passage à Paris, on est ravis de vous retrouver. Avec vous, on va se demander si le rapport de force est en train de changer, notamment du côté de Washington. Et puisqu'on parle de Washington, on va vous raconter une histoire de la recherche de taupes du côté de la Maison-Blanche et d'un livre qui fait l'effet d'une tempête pour l'administration américaine. Je vous en dis pas plus, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier avec toujours cet enjeu face à Poutine. Kiev gagne la guerre. On en parle bien sûr avec mes invités. Mais là, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. 61 départements seront en vigilance rouge demain. L'ouest de la France va pouvoir un peu souffler. Le Premier ministre déclenche le niveau 3 du plan Orsan, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire face à la canicule. À Paris, 25 arrêts cardiaques ont été recensés en 24 heures sur la journée d'hier. Annonce du ministère de la Santé qui le précise. Ces morts ne concernent pas que des personnes âgées déshydratées, mais aussi des jeunes. 7 syndicats de l'éducation nationale appellent à faire grève. Les fermetures d'écoles s'étendent. 13 500 fermés ou avec des aménagements d'horaire aujourd'hui. Et puis, à cette information, la SNCF annonce la gratuité de l'échange ou de l'annulation des trajets en TGV Inouï ou Ouigo. À Biarritz, les recherches avec des drones subaquatiques se poursuivent pour trouver la deuxième victime dans l'effondrement d'un pan de falaise. Ça s'est passé hier sous le phare de la ville, au niveau de la plage du Miramar. 3 personnes se trouvaient à l'eau. L'une d'elles est sortie indemne physiquement. Le corps inanimé d'une autre victime a été sorti de l'eau par les secours. Et puis enfin, les images du chaos au Venezuela. 2 puissants séismes de magnitude 2.7 et 2.5 selon les services de sismologie américains ont frappé successivement le pays hier. La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a déclaré l'état d'urgence. Le bilan humain est pour l'heure estimé à au moins 164 morts et 1000 blessés, mais il va certainement dramatiquement évoluer. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Donc, nous reprenons le fil de ce grand dossier face à Poutine. Kiev
Kiev gagne la guerre. Je le disais, ravi d'être avec Samantha Bendern, avec Guillaume Roquette, avec vous, Xavier de Giacomoni, avec le colonel Goya. Et merci encore une fois à Jean-Marie Guéhenno d'avoir accepté l'invitation de passage en France. Diplomate français, spécialiste des questions de défense, de relations internationales, professeur à Columbia, et vous êtes ancien secrétaire général adjoint au département des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. La crise en Crimée s'aggrave chaque jour. Ces mots, ce sont ceux de Volodymyr Zelensky. Il vient de les écrire il y a quelques instants seulement. La Crimée, le piège potentiellement pour Moscou. Oui, sous le feu des frappes incessantes de Kiev, la péninsule semble se transformer en piège pour Moscou. Mais c'est Xavier de Giacomoni qui va nous dire tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Xavier de Giacomoni. La Crimée, en Crimée, c'est une stratégie systématique d'étranglement qui est désormais mise en œuvre par l'Ukraine. Oui, la Crimée, il faut bien comprendre que c'est le cœur, le joyau de la Russie, de Vladimir Poutine. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc annexé depuis 2014, ça ne date pas de la guerre de 2022. Et depuis quelques semaines, plusieurs mois même, les Ukrainiens ont mis en place une stratégie vraiment d'étranglement, d'isolement de la presqu'île. Les infrastructures routières sont touchées, toute la logistique, évidemment, on en parlait tout à l'heure, comme ailleurs, les dépôts de pétrole, centrales hydrauliques, tout y est passé. La nuit dernière encore, une frappe sur une centrale électrique de la ville de Simferopol qui a provoqué des coupures de courant immédiates. Il y a de moins en moins de courant, il n'y a quasiment plus de carburant. Le carburant est réservé aux forces de l'ordre et à l'armée. Il y a 3 jours aussi, Sébastopol plongé dans le noir. Alors vous voyez, ce sont des drones, ça sont des images fournies par les Ukrainiens qu'on voit frapper là une installation pétrolière. Et puis surtout, on va le voir sur la carte, la Crimée est isolée car elle dépend énormément de cette autoroute. Rostov-sur-le-Don, base arrière de l'armée russe, Mariupol, la ville tristement célèbre, Melitopol, et puis ensuite Simferopol, et puis toute la Crimée. C'est l'autoroute de Novorossia, la nouvelle Russie, la Russie voulue par Vladimir Poutine, cette Russie qui s'étendrait d'ailleurs jusqu'à Odessa si on l'avait laissé faire. On va revenir vers la carte, là vous voyez tous les camions qui sont frappés sur cette route. C'est très important de voir qu'ici, vous avez 3 ponts principaux qui ont tous été frappés par les Ukrainiens. Alors, les Russes ont mis des pontons flottants, sont des espèces de grandes barges qui permettent le passage des véhicules légers et des camions. Et comme on le voyait sur la carte, une fois que vous avez coupé ces ponts, eh bien, il n'y a plus que le pont de Kerch qui relie la Crimée à la Russie. Donc, évidemment, l'approvisionnement est très difficile. Le pont de Kerch a déjà été frappé 3 fois par les Ukrainiens et les citernes de carburant, les trains de carburant n'y circulent plus. C'est beaucoup trop dangereux. Alors, là, on voit sur ces routes tous les camions, toutes les carcasses de camions qui, parfois, plusieurs centaines de camions sont frappés par jour. Les drones sont des véritables munitions qui prennent en chasse un camion et qui l'explosent, comme les Ukrainiens ou les Russes d'ailleurs aussi le faisaient, par exemple, avec les chars ou les véhicules sur le front. Résultat des pénuries de tout, Xavier, et est-ce qu'on peut dire qu'elle devient même invivable, cette Crimée, désormais ? Eh bien, elle le devient tellement que beaucoup de Russes, 800 000 colons russes sont arrivés depuis 2014 sur une population de 2 300 000 habitants. Vous voyez ces files de voitures, ces embouteillages, sont des voitures qui vont vers le pont de Kerch pour repartir vers la Russie, car évidemment, comme vous le disiez, ça devient totalement invivable. Au départ, il y a eu, comme dans la région de Moscou, un rationnement d'essence. Aujourd'hui, il n'y a plus d'essence du tout. Il y a de moins en moins d'électricité. Un autre problème, l'eau arrive par le canal de Crimée qui passe en Ukraine. Et vous savez aussi que les Russes ont frappé un barrage, le barrage de Kharkovka en Ukraine, et l'eau s'est tarie en Crimée. Or, la région est très aride. Elle a absolument besoin d'avoir l'eau qui vient du continent. Moscou se met désormais sur la défensive en Crimée. Ça, c'est très important. On va y revenir. Pour se prémunir d'un scénario. Alors, on voit cette musique monter. Le scénario d'un débarquement que la Russie elle-même jugerait désormais plausible. Oui, alors on ne parle pas d'un débarquement type 6 juin 44. C'est quelque chose qui serait tout à fait différent. D'abord, il y a des voies d'accès terrestres, on les a vues tout à l'heure, que peut emprunter l'armée ukrainienne. Mais avant ça, tout le nord de la Crimée, au sud de Kherson, est occupé par les Russes. Donc déjà, il faudrait régler ça. En revanche, effectivement, par la mer, des commandos peuvent arriver. Ça s'est déjà produit dans le passé, pour aller marquer des objectifs, pour les frapper avec des drones, pour
pour faire des actions de sabotage. Il y a un réseau de résistance en Crimée, toujours aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés par les Russes, mais il y a encore des hommes qui sont capables de se battre et de commettre des actions de sabotage. Et on va voir le débarquement de ce commando, c'était le 4 octobre 2023. Vous vous souvenez, c'était avec des sortes de jet skis, des Zodiac. Ils avaient été plantés un drapeau, voilà, on voit les jet skis là. Ils avaient été plantés un drapeau ukrainien sur la Crimée pour dire vraiment la Crimée est ukrainienne, elle n'est pas russe. Mais ça va pas se reproduire tout de suite. En tout cas, pas une grande ampleur. Il faudrait des dizaines de milliers d'hommes pour pouvoir reprendre la Crimée. En fait, ce que semble vouloir Volodymyr Zelensky et tout son état-major, c'est que la Crimée tombe comme un fruit mûr. Et puis surtout, vous allez me poser la question peut-être, le pont de Kerch est toujours un objectif pour les Ukrainiens. Il y a 2 jours, il y a eu un séisme. Et on a même cru que le pont pouvait bouger, parce qu'il est construit sur des sédiments. Le séisme n'a pas fait tomber le pont, mais les Ukrainiens, à coup sûr, voudront s'en charger le plus rapidement possible. Il est là, le pont de Kerch. Merci beaucoup, Xavier Giacomoni. La Russie, l'Ukraine. Merci beaucoup, Xavier. Jean-Marie Guénaud, je vous pose cette question. Je me suis arrêtée il y a quelques instants sur le mot défensif. Potentiellement, pour beaucoup d'experts, c'est la première fois depuis 2014 que Moscou passe à ce point sur un mode défensif. Est-ce que pour vous, quelque chose est réellement en train de se passer ? Est-ce qu'on est sur un changement de rapport de force et potentiellement même, on va en parler, avec l'aval de Donald Trump ? Moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites sur la Crimée, c'est qu'au fond, la Crimée est l'illustration la plus visible de l'erreur de calcul fondamentale que Poutine a faite quand il a parlé de l'opération militaire spéciale. Parce que derrière cette formule un peu contournée, il y avait une idée simple, c'est que au fond les Russes n'allaient pas s'apercevoir qu'il y avait une guerre, que c'était quelque chose dont ils seraient tenus à l'écart, comme disons quand il y a eu des opérations militaires en Afrique, les Français ne s'en sont pas rendus compte. Je pense que c'était l'idée de Poutine. On va récupérer la Crimée, pas la Crimée, il l'avait récupérée en 2014, on va récupérer d'autres parties de l'Ukraine et personne ne s'en apercevra. Et ça, c'était fondé sur une certaine idée de la Russie comme puissance nucléaire. C'est-à-dire l'idée que la Russie, parce qu'elle a l'arme nucléaire, pouvait sanctuariser son territoire. Et aujourd'hui, on voit ce que vous venez de décrire, une Crimée qui est, au lieu d'être une destination de vacances, comme vous l'avez dit, un joyau pour la Russie, une Crimée qui devient un théâtre de guerre. On voit Moscou avec des raffineries qui flambent. On voit Saint-Pétersbourg avec la même situation. On voit une Russie où les villes comme Saint-Pétersbourg et Moscou, qui avaient été très protégées parce que Poutine a fait très attention dans ses recrutements un peu forcés de troupes, à ne pas toucher les grands centres urbains de l'ouest de la Russie. C'était les régions pauvres qu'il touchait. Maintenant, le Russe moyen qui vit à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il s'aperçoit qu'il est dans la guerre. Et ça, c'est quelque chose, je pense, de très grave pour Poutine, parce que c'est un renversement complet de perspective. La Russie n'est pas sanctuarisée, alors que les pays occidentaux le sont. Alors l'autre retournement de situation, mais on sait la prudence qu'il faut garder quand on parle du président américain, mais potentiellement, c'est du côté de la Maison-Blanche. Pourquoi je dis ça ? Selon Kiev Indépendante, le président américain Trump aurait dit en privé à Volodymyr Zelensky d'agir désormais avec plus d'audace face à Poutine. Et puis, il y a quelques heures encore, il a flatté le président ukrainien. C'est assez rare pour être souligné. On va l'écouter. Regardez. Zelensky se débrouille plutôt bien. Il se débrouille bien, il défend ses terres. Même si beaucoup de monde meurt, il se défend plutôt bien. Il faut le reconnaître, il est courageux, il a du bon équipement et de bons hommes, des combattants. C'est la preuve que le vent tourne et que quelque chose est en train de se passer. Et on ne parle pas que de mots, et potentiellement en actes, ça peut suivre du côté américain ? Là, je pense qu'il faut être prudent. Bon, Poutine, il aime l'argent, il aime la force, il s'aime lui-même et il aime le succès. Et donc, Trump, quand oui. Trump, pardon. Oui, Poutine aussi, probablement d'ailleurs. La conclusion est intéressante. Trump, c'est Dieu tutélaire. Et donc, il voit le succès du côté de l'Ukraine au lieu du côté de la Russie. Et donc il va au succès. Mais si demain il y a un revers ukrainien, ou si Poutine sait l'inquiéter avec des menaces sur la paix mondiale en disant vous Trump, vous êtes le seul qui pouvait nous protéger d'une guerre mondiale,
je pense que Trump, qui n'a pas une vraie vision du monde, il peut tout à fait se retourner. Donc je ne crois pas que l'avenir, qu'il va trop, et je pense que les Ukrainiens l'ont compris, qu'il faille trop compter sur le soutien américain pour assurer un tournant stratégique. Il faut que les Américains continuent de fournir du renseignement, continuent dans la mesure du possible de fournir des missiles, mais là ils ont des vrais problèmes d'approvisionnement, de capacité industrielle. Je ne pense pas que les Ukrainiens soient maintenant convaincus qu'ils n'ont pas à compter sur eux-mêmes. Ils savent que c'est d'abord sur eux-mêmes qu'ils doivent compter. Colonel Goya, est-ce que vous imaginez effectivement que les Ukrainiens puissent reprendre la Crimée, et est-ce que ce mot de débarquement vous semble en effet excessif ? Quand on voit quand même que les Russes disent fortifier la Crimée, avoir peur de ce scénario. Oui, non, il faut être très clair. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens de monter une grande opération amphibie en Crimée, ou alors une grande opération terrestre qui devrait franchir le Dniepr pour ensuite franchir les ponts de Crimée. Non, c'est totalement exclu. Et comme l'expliquait Xavier, oui. En revanche, oui, des raids commando tout le long, ça c'est possible. Il faut bien comprendre que, en fait, les Ukrainiens font le siège de la Crimée, mais ils n'ont pas les moyens de s'en emparer. Donc l'idée, c'est d'étrangler, en fait. Oui, ils étouffent le siège et ils profitent. Alors là aussi, ils ont innové dans la matière. On appelle ça une campagne de moyenne portée. Vous avez tout ce qui est sur la ligne de front, jusqu'à 30 km. Ça, les Ukrainiens il n'y a pas de problème. Il y a la capacité à frapper très loin dans la profondeur. Ça, on en parle depuis souvent. Mais en fait, là où le plus dur, c'est entre les deux. C'est ce qu'on appelle la bande 30 à 300 km. Et là, les Ukrainiens ont sorti tout un tas de nouveaux drones, dont certains avec l'aide de sociétés américaines, qui ont plusieurs capacités. C'est-à-dire que maintenant, on peut les guider par Starlink. Ils sont moins brouillables et moins décelables par radar parce qu'ils sont en polymère, etc. Et puis, ils utilisent une intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous avez des drones que vous lancez effectivement dans la zone, comme ce qu'on voit à l'image, et qui vont après chercher eux-mêmes leur objectif. Ils vont chercher eux-mêmes les camions, ils vont chercher les citernes, ils vont chercher les ponts, etc., etc. Et ça, c'est un avantage technique considérable pour les Ukrainiens qu'ils utilisent à fond. Ils utilisent à fond pour taper sur tout ce qu'ils peuvent. Ils en profitent, et notamment en Ukraine. Donc, l'Ukraine en Crimée, parce que la Crimée, c'est aussi une base arrière. Alors, c'est à la fois un grand symbole politique. C'est peuplé de Russes que je pense que les Ukrainiens aimeraient bien voir dégager, si possible, en leur rendant la vie impossible, la vie difficile. Et en même temps, c'est plein d'objectifs militaires. Donc, ils en profitent pour taper. Ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas les moyens, il faut être clair, de s'emparer, de conquérir la Crimée pour l'instant. Mais, alors, je cite Étienne de Poncin, l'ancien ambassadeur de France en Ukraine, qui disait, si ça arrive, s'ils arrivent à étrangler effectivement la Crimée, ça vaudra défaite pour Poutine, parce que c'est là son principal acquis depuis 2014. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence entre s'emparer de la Crimée et l'étrangler. Et je suis entièrement d'accord avec le colonel Goya. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens, et je ne pense même pas qu'ils aient comme objectif de faire un débarquement sur la Crimée ou de reconquérir militairement la Crimée aujourd'hui. Ils ont dit officiellement, je crois même qu'on peut l'écouter, le ministre de la Défense ukrainien qui dit faire de la Crimée une île. Ah, oui. On peut l'écouter. Attendez, on l'écoute et vous me dites juste après, regardez. La Crimée est en train d'être isolée par des drones. Et il semble qu'elle soit sur le point de devenir une île. Cela pourrait avoir des conséquences tout à fait inattendues pour les Russes. Je ne peux pas en dire plus. Allez-y, Samantha, pardon. Oui, j'ai même eu des discussions avec des Ukrainiens de haut niveau en début de semaine. Je n'ai pas le droit de citer leur nom, mais j'ai le droit de répéter ce qui a été dit. C'est que la Crimée aujourd'hui, et donc c'est une base arrière. C'est de la Crimée que énormément de drones et de missiles qui attaquent le sud de l'Ukraine sont lancés. C'est aussi une zone de récupération et d'entraînement des troupes. Donc c'est une cible militaire que les Ukrainiens vont continuer à privilégier pendant les mois qui viennent. Mais en privé, beaucoup d'Ukrainiens reconnaissent que pour que cette guerre se termine, en tout cas cette phase chaude de la guerre, qu'il y aura sans doute une phase intérimaire dans laquelle il y aura forcément un abandon temporaire et pas du tout officiel
de certains territoires, et je pense que vu les difficultés de s'emparer de la Crimée par la force, la Crimée en fera sans doute partie. Mais là, sur le concept de l'Ukraine gagner la guerre, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'Ukraine gagne la guerre? Officiellement, c'est qu'elle reprenne tous les territoires que la Russie a conquis. Parce que la Russie n'est pas en train de reprendre ces territoires. La Russie est en train d'envahir un pays souverain, c'est à l'Ukraine de reprendre des territoires. Ce sera compliqué, mais une victoire intérimaire serait d'obliger la Russie à venir à une table de négociation et que la Russie abandonne ses demandes maximalistes. Guillaume Roquette sur la Crimée. Oui, on parlait au début de l'émission de ces frappes sur Moscou. Ce qui se passe en Crimée n'était pas de même nature. Il y a une vraie gêne pour les Russes qui ont du mal à s'approvisionner en essence. Mais en Crimée, la situation elle est beaucoup plus tendue. C'est-à-dire que vous avez des pénuries sur certains produits alimentaires, vous avez des coupures d'électricité, vous avez des problèmes d'approvisionnement énergétique, y compris en carburant. Et donc, il me semble que symboliquement, pour la Crimée, qui est, comme Xavier le rappelait, le cœur de la Russie, le cœur historique de la Russie, c'est une vraie humiliation pour Poutine. D'autant que celui-ci a organisé l'installation de Russes sur un plan très très massif en Ukraine, en Crimée, avec une sorte de remplacement de population. Et donc c'était sa fierté. La Crimée était revenue dans la mère patrie. Et là, aujourd'hui, elle est touchée. Et ça, pour le coup, je vois pas comment il pourrait rester sans réaction. Alors justement, réaction, il y en a eu une, mais elle est quand même assez timide. On pourrait s'attendre, compte tenu de ce que représente la Crimée pour Vladimir Poutine, à une réaction extrêmement forte. Bon, il y a eu une déclaration. C'était le 23 juin, on va l'écouter, on en reparle juste après, puisque vous parlez d'un Poutine humilié. Regardez. La situation sur le front se détériore rapidement pour le régime de Kiev. L'ennemi perd des batailles et nos combattants prennent les localités les unes après les autres. Ils ont décidé de frapper nos sites civils et nos infrastructures civiles en essayant de créer des problèmes dans l'approvisionnement en ressources énergétiques et d'affecter la saison touristique. Donc Jean-Marie Guéhenno, êtes-vous d'accord avec ceux qui disent, comme Étienne de Poncin, l'Ukraine va gagner la guerre? Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que Poutine est en train d'être humilié? Et êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que, attention, plus il est humilié et acculé, plus il devient dangereux? Je ne pense pas qu'on puisse dire que quiconque va gagner cette guerre, parce que l'Ukraine a eu des pertes énormes, des millions d'Ukrainiens qui sont en dehors d'Ukraine. Plus la guerre dure, plus le nombre de ceux qui ne voudront pas rentrer est grand. Donc il y a un problème démographique de l'Ukraine, comme il y a un problème démographique de la Russie. Donc dans cette guerre, je crois qu'il ne faut pas dire qu'il y aura un gagnant, il y aura deux perdants. La question, c'est de savoir si l'Ukraine arrivera à maintenir sa souveraineté. Alors sur votre question, est-ce que Poutine peut être plus dangereux? Ça, je pense que oui, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la dissuasion n'a pas marché. Il était convaincu que le territoire russe serait plus ou moins sanctuarisé. Et aujourd'hui, il y a une asymétrie fondamentale. Le territoire russe n'est pas du tout sanctuarisé, et les pays de l'OTAN, jusqu'à présent, le sont. Alors vous avez des personnages un peu radicaux et opportunistes en même temps, comme Karaganov, qui disent qu'il faut envoyer quelques bombes atomiques pour rétablir le sens de la peur de la Russie comme puissance nucléaire. Bon, ça, je pense que Poutine est un être rationnel, même s'il fait des grosses erreurs de jugement, et donc ce genre de menace, je n'y crois pas trop. Mais je pense qu'en ce moment, certainement, les Russes sont en train de chercher le moyen de convaincre les alliés occidentaux de l'Ukraine que leur soutien à l'Ukraine n'est pas un soutien sans risque. Pendant le Covid, on applaudissait les soignants, mais on n'avait pas trop envie soi-même d'être dans les hôpitaux. Les Européens sont contents de soutenir les Ukrainiens, mais ils n'ont pas envie que demain, il y ait quelque chose qui leur arrive sur leur territoire. Et donc, Poutine, à mon avis, cherche probablement ce qui pourrait créer une certaine inquiétude chez les alliés occidentaux de l'Ukraine. Alors ça peut être des opérations de sabotage, ça peut être des actes qui ne sont pas formellement
confirmé comme volontaire, un drone comme on a déjà vu d'ailleurs en Roumanie, qui s'égare et qui fait des dégâts dans un pays de l'OTAN. Il faut trouver l'équilibre où ça n'est pas une attaque frontale contre l'OTAN qui, là, déclenche une escalade que personne ne maîtrise, mais où un sens du risque chez les Occidentaux est restauré. Je pense que c'est ça une des grandes questions des prochains mois pour nous et pour l'Ukraine. Et donc essayer aussi de comprendre dans quelle direction ira le président américain, c'est peut-être un des éléments les plus difficiles de cette équation. Je vais m'arrêter maintenant justement sur la Maison-Blanche. Alors, c'est une toute autre histoire que nous allons vous raconter maintenant. Il y a-t-il une taupe à la Maison-Blanche? Et pire encore, un membre du cercle restreint de Donald Trump qui balancerait, comme on dit vulgairement. Un livre événement sur le second mandat de Trump fait redouter la présence d'une taupe. 2 journalistes du New York Times ont écrit ce livre, Regime Change, et certaines fuites, certains récits sont si précis qu'ils sèment un vent de panique à la Maison-Blanche. Certains passages même font état de discussion dans la fameuse Situation Room, mais moi je ne vais pas plus loin, puisque c'est Xavier de Giacomoni, encore une fois, qui va vous raconter l'histoire. Xavier de Giacomoni, que nous dévoile donc ce livre sur les coulisses de cette année de Donald Trump à la Maison-Blanche? Alors, vous nous avez donné le titre, Regime Change, changement de régime, à l'intérieur de la présidence impériale de Donald Trump. En fait, là déjà, beaucoup est dit. Changement de régime, en fait, c'est ce qu'essaie de faire Donald Trump en étant président des États-Unis d'Amérique. Au fil des 400 pages de ce bouquin, c'est un gros bouquin, les auteurs, journalistes au New York Times, nous décrivent comment Donald Trump fait évoluer tranquillement, enfin avec quand même des soubresauts, le régime américain. Il nous raconte la mise en place d'une présidence impériale. Une présidence où tous les garde-fous institutionnels se sont progressivement érodés et où en fait le président décide quasiment seul. Alors on parlait de la taupe, j'ai pas son nom, mais pour ce faire, pour écrire ce bouquin, ils ont conduit plus de 1000 entretiens avec des interlocuteurs très variés, issus de tous les cercles du pouvoir trumpiste, responsables de campagne, membres de l'équipe de la Maison-Blanche, hauts fonctionnaires, des ministères et des agences, anciens collaborateurs, élus, amis et aussi des partenaires d'affaires. Alors, il y a tout cela dans ce bouquin, et puis il y a aussi des anecdotes assez croquignolesques, comme ce matin où la porte-parole, Caroline Leavitt, rentre dans le bureau ovale où se trouve Donald Trump, on en a une illustration, et elle trouve Donald Trump un tube de colle à la main. Il est en train de fixer des décorations dorées un peu partout où il peut, sur la cheminée en marbre notamment. En fait, l'impérator veut toujours plus de dorure. Plus sérieusement, les auteurs ont réussi à retranscrire des réunions tenues dans le bureau ovale ou pire, dans la Situation Room, la salle de crise. On y parlait guerre au Moyen-Orient, on y parlait aussi déploiement de la garde républicaine et peut-être beaucoup plus grave pour Donald Trump, on y parlait affaire Epstein. Et là, les fuites ont été très mal vécues par le président. Donc, taupe dans l'entourage très proche du président américain ? C'est toute la question. En fait, il y a une ambiance de parano actuellement à la Maison-Blanche, dans l'aile ouest. Visiblement, il n'y a pas une seule taupe, il y en a plusieurs. Les luttes sont incessantes en ce moment au cœur du pouvoir à Washington, d'autant plus qu'en théorie, vous le savez Amélie, Donald Trump ne peut pas se représenter, donc évidemment, dans les coulisses, les couteaux s'affûtent. La loyauté des membres du cabinet est mise en cause, la chasse aux fuites, aux traîtres se multiplie, pour le moment en vain. En fait, les Américains ont utilisé une méthode du journalisme aux États-Unis qui est la méthode du deep background, le background profond qui permet de citer des informations sans jamais identifier la source. Un cauchemar pour Trump et ses proches. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Je ne trahis pas de secret, Jean-Marie Guéhenno, vous vivez aux États-Unis, à Washington ? À New York. À New York, pardonnez-moi. Mais la question fonctionnant encore, que disent ces révélations de la fragilité de cette administration et de Donald Trump lui-même ? Ce qu'elles disent, à mon avis, d'abord, c'est que Trump est en train de faire le contraire de beaucoup de ce qu'il avait annoncé. Et donc, ça crée d'énormes divisions dans son entourage, parce qu'il y a ceux qui veulent rester fidèles au programme, il y a ceux qui veulent rester fidèles à l'homme quoi qu'il arrive, et donc dans ce genre de contexte, les fuites, ça devient un instrument stratégique pour essayer de peser sur la direction que prend le président. Donc comme
comme ça vient d'être dit, je crois que les fuites sont une partie de la bataille pour l'héritage de Trump. Est-ce que on va avoir un Trump qui fait la guerre, comme il l'a fait en Iran, ou est-ce qu'on va avoir un Trump qui revient en disant non, moi je fais pas les guerres, je m'occupe d'abord des États-Unis? C'est quand même pas la même chose. Et on voit bien qu'aujourd'hui, entre Vance, qu'on voyait à l'écran il y a un instant, qui lui a toujours été réservé sur l'idée des aventures militaires, parce qu'il sent bien le pouls des États-Unis, que les Américains, après l'Afghanistan, après l'Irak, sont très sceptiques sur les aventures militaires. Et Rubio, qui lui, en ancien cubain, est beaucoup plus va-t-en-guerre, et qui tous les deux ont des ambitions présidentielles, évidemment, chacun joue ses cartes, et Trump, en confiant le dossier de la négociation iranienne à Vance, d'une certaine manière, c'est un cadeau un peu empoisonné. Enfin, c'est assez pervers. C'est quoi le plus grave pour vous dans cette affaire, Guillaume Roquette? On parle quand même de moyens d'étouffer l'affaire Epstein, on parle de documents qui pourraient porter atteinte au président, on mesure l'ampleur de l'enrichissement de la famille Trump qui tire profit du nom du président pour spéculer en lançant des crypto-monnaies. On parle donc de cette fameuse présidence impériale, attendez, je regarde, où Trump déclare sans rire être de la trempe des Hitler, Mao, Staline, Alexandre le Grand ou encore Napoléon. Effectivement, tout ça donne un peu le vertige. Il y a un changement de nature du régime américain. Moi, ce qui me paraît le plus grave d'abord, c'est qu'il y ait des fuites. Parce que on a le droit de critiquer autant qu'on veut le régime de Donald Trump, mais il me semble que quand on est un haut fonctionnaire, ou un collaborateur même venu du secteur privé et qu'on sert un président, le premier devoir c'est celui de la loyauté. Après, j'imagine très bien. Parce que dans les extraits du livre que j'ai vu, on voit on lit comment est-ce que Trump peut humilier, je vois pas d'autre mot, des experts, des juristes, des militaires même. Et on imagine Netanyahou aussi. Hein. Oui, absolument. Ou des alliés, en tout cas officiellement alliés, parce qu'avec Israël ça devient plus compliqué depuis quelques jours. Et donc on imagine très bien que ces gens-là ont dû vivre très mal ces humiliations, et que donc ça a pu les amener à parler. Ce qui est vrai aussi, c'est que, encore une fois, j'ai lu que des extraits. C'est un livre à charge. Voilà, c'est vrai qu'il y a des tendances autoritaires chez Trump, mais en même temps, quand la Cour suprême le désavoue sur des mesures, y compris importantes de son programme, et je pense à l'économie ou au commerce, et ben il s'incline. Donc c'est vrai que Trump est inquiétant, mais en tout cas, moi je mettrais pas de signe égal entre Trump et d'autres autocrates comme Poutine. Il le fait, en tout cas, lui-même se compare quand même avec des hommes tels que, je citais qui, Mao, Staline, Alexandre le Grand ou encore Napoléon. On apprend aussi qu'au sein de l'administration, une collaboratrice est chargée de lui distiller en permanence des nouvelles positives, voire même d'écrire elle-même de fausses lettres d'admirateurs et d'admiratrices. Hélène Bonnet, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Washington, précisément. Merci d'être là. On parlait potentiellement même de panique à la Maison-Blanche. On est sur une tempête quand même pour l'administration américaine. Alors panique, je ne dirais pas, mais ce livre, il suscite de l'inquiétude. En effet, pourquoi ? Parce que vous avez des hauts responsables qui se sont exprimés, alors de façon anonyme, toujours dans la presse, en disant qu'ils craignaient qu'il y ait des enregistrements des conversations qui se sont tenues dans la Situation Room, et ils redoutent que ces enregistrements aient été fuités dans la presse, d'où la précision de certaines scènes qui sont décrites dans ce livre. J.D. Vance, le vice-président lui-même, en a parlé il y a quelques jours en disant mais tout ceci est un délit. Alors il faut dire que la Situation Room, c'est quand même l'un des lieux qui est censé être le plus sécurisé au monde. Vous avez au sein de cette pièce la plupart des plus hauts responsables de l'administration Trump, des militaires, des personnalités du renseignement. Vous avez aussi tous ses proches, ses plus proches conseillers. On pense à son gendre Jared Kushner, Steve Witkoff, son envoyé spécial, qui sont souvent là pour parler des questions internationales. Sa chef de cabinet, Suzy Wiles. Alors elle, on sait que
Elle a l'habitude aussi de parler à la presse en off, comme on dit, c'est-à-dire de façon informelle avec les journalistes, et que ses propos ont pu nourrir des articles par le passé. Donc ils peuvent être des taupes potentielles. Et puis il y a aussi des désaccords sur les politiques qui sont menées, une lutte de pouvoir entre J.D. Vance et Marco Rubio pour la succession de Donald Trump. Donc pour toutes ces raisons qui sont à la fois politiques et personnelles, ces personnages qui ont accès aux lieux les plus sécurisés de l'Amérique peuvent avoir parlé à la presse. Je discutais hier avec des correspondants de la Maison-Blanche qui me disaient on ne sait pas qui sont les taupes, mais on ne peut pas exclure que Donald Trump lui-même ait fourni des informations. Il faut dire que l'une des auteurs de ce livre, Maggie Haberman, connaît parfaitement Donald Trump depuis des années. Elle a déjà écrit des livres sur lui. Elle l'a rencontré pour écrire ses différents ouvrages. Donc il y a aussi un lien de confiance qui a pu se créer. Et donc le président et les autres personnages de ce livre peuvent très bien être les personnages qui ont parlé. Merci infiniment. Hélène Bonnet depuis Washington avec Morgan Pope. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, je vous voyais réagir. Allez-y, Jean-Marie Guéhenno. Non, ça me frappe. Ce qui me frappe beaucoup, c'est effectivement cette bagarre qui a commencé, parce que pour la succession. Pour la succession, et une grande inquiétude aussi, parce que c'est aussi les sondages. C'est-à-dire, on a des élections de midterm dans quelques mois, en novembre, et tous les sondages sont mauvais pour Trump. Alors, on voit bien que Trump va faire le maximum pour, par exemple, empêcher des électeurs de voter. C'est pour ça qu'il a pris en otage une loi qui, normalement, devrait être très populaire pour faciliter l'accès au logement aux États-Unis. Il a pris en otage cette loi en disant « Moi, je ne signerai cette loi que si on vote la loi qui permet de limiter les votes », en se disant que, notamment les Noirs, les minorités, voteront moins. Et donc, c'est une manière d'essayer de conforter sa base électorale. Alors, c'est peut-être pas la panique à la Maison-Blanche, mais ça fait l'effet d'une bombe. Je lisais quelques éditos pour préparer l'émission. Je voyais par exemple dans la chronique de la Tribune de Genève que ce livre pourrait bien marquer le début de la fin de l'administration Trump. Alors, les révélations, alors je n'ai pas lu le livre, j'ai lu les bonnes extraits, feuilles, etc. Ça pourrait en effet vraiment lui faire très très mal. Mais il y a quand même une chose que j'ai envie de souligner, ce livre montre que la démocratie américaine se porte bien. Que les gens, on a parlé de Staline, de Pol Pot, etc. Non. Dans un pays où les gens n'ont pas peur de parler à des journalistes, c'est comme un pays où il y a une démocratie et une liberté qui fonctionnent. Pourquoi est-ce que ces gens auraient pu parler ? Ça peut être par ambition politique surtout, mais aussi ils lancent l'alerte, ils voient des dérives autoritaires chez Trump et ils se disent il faut que ça se sache pour pas justement que ces dérives extrémistes aient lieu. Et donc je pense que c'est un signe que des gens parlent parce qu'ils ont peur. Moi, je voudrais juste rappeler l'ancienne conseillère Fiona Hill, qui était conseillère sur la Russie de Donald Trump pendant son premier mandat. Elle était complètement effarée par la nature privée des discussions entre Trump et Poutine. La plus grosse taupe potentielle, taupe dangereuse à la Maison-Blanche, c'est peut-être Donald Trump lui-même. Oui. Ce qui est inquiétant par rapport à ce livre, c'est que justement, il y a tellement de gens désaffectés dans la Maison-Blanche que là, il y a des cibles, des fruits mûrs pour des ingérences étrangères, pour leur dire vous n'aimez pas votre président, parlons-en. Et ça, c'est très inquiétant. Donc il y a à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle avec ce livre. Colonel ? Moi, je suis assez vieux pour me rappeler de l'affaire du Watergate, et de Gorge Profonde, la taupe de l'époque. Et je rappelle que Nixon était quand même tombé parce qu'il y a eu des micros qui avaient été mis pendant la campagne électorale dans le bureau du candidat démocrate. Voilà. Et puis il n'avait pas été très clair sur le sujet. Et c'est ça qui a suffi à le faire tomber. Là, quand on a quand même sur Donald Trump quand même un certain nombre de dossiers qui sont quand même un petit peu plus lourds que ça, et on voit, je sais pas, il n'est pas impossible effectivement que Donald Trump n'aille pas jusqu'au bout de son mandat, qui est quand même un des pires, c'est quand même certainement de l'histoire des États-Unis. Quelques mots, puisque je dois parler d'Iran aussi, s'il passe des choses dans le détroit d'Ormuz. Non, j'allais juste dire qu'il y a une certaine panique du côté des défenseurs de la démocratie aux États-Unis, qui se disent si on laisse filer les choses en novembre, il y aura de l'irréversible, et donc il faut vraiment faire le maximum
pour empêcher une sorte de coup d'État larvé aux élections de midterm. Qu'à suivre de près, bien évidemment. Je vous parle de l'Iran. On vient d'apprendre qu'un projectile d'origine inconnue a endommagé un cargo dans le détroit d'Ormuz, alors que 11 000 marins bloqués dans le détroit seraient en cours d'évacuation. L'Organisation maritime internationale, agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a annoncé, c'était mardi, le plan d'évacuation. On voudrait vous montrer ce témoignage d'un marin chinois qu'on suit depuis des semaines sur LCI. Et lui, il est bloqué là-bas depuis des mois et il nous raconte cette libération du détroit. Regardez. Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur place au cœur de ce détroit pour vous livrer ces dernières informations en direct. J'ai l'impression que le détroit ressemble au bouchon d'un péage d'autoroute pendant le week-end du 1er mai. Tous ces bateaux font la queue. Est-ce qu'on peut passer devant tout le monde? Ou bien est-ce que personne n'ose s'y aventurer? Colonel Goya, d'un point de vue militaire, comment ça se passe selon vous, ce plan d'évacuation dans le détroit d'Ormuz? Et visiblement à haut risque, puisqu'on apprend qu'un projectile a été lancé sur un cargo. C'est quand même risqué. Il faut quand même rappeler aussi que c'est censé aussi être un secteur miné. Mais ça se passe. En fait, ça se passe, oui. C'est-à-dire que là, on commence à avoir des évacuations. On est loin d'être encore au niveau d'avant-guerre, mais ça commence à se déboucher incontestablement. Donc c'est une crise qui tend à se terminer. Elle n'est pas terminée. Très, très clairement. Le destin de ce détroit, il est encore très incertain. Mais voilà, pour l'instant, c'est une crise qui se résorbe. Les otages sont en train d'être libérés. Ils sont en train d'être libérés. Alors, cette agence qui organise l'évacuation, je le disais, c'est une agence de l'ONU. Je me tourne vers vous, Jean-Marie Guéhenno, ancien secrétaire général adjoint au département des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Est-ce que vous connaissez ce type d'opération? Et est-ce que cette opération est synonyme, effectivement, à terme, de maintien de la paix? Quand il y a eu la crise de Suez, déclenchée par Israël, la France et la Grande-Bretagne, la solution a été de déployer des casques bleus de façon symbolique parce qu'on ne voulait pas que les troupes françaises ou britanniques cèdent du terrain à des troupes égyptiennes. Ça aurait été l'humiliation ultime. Et donc céder du terrain aux casques bleus, c'était une manière élégante de conclure une opération mal menée, mal pensée. Et à Gaza également. Oui. Et donc on peut imaginer que pour sauver la face de Trump, qui a quand même eu un échec total dans cette affaire, il y a à un moment une sorte de couverture internationale. Ça serait de sa part relativement astucieux de faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il saisira cette perche, je n'y crois pas trop. Je pense plutôt qu'on va aller dans une série de hockey avec un bateau attaqué de temps en temps, une certaine incertitude, mais en même temps, comme le disait le colonel Goya, un trafic qui graduellement se rétablit. Ça me paraît le plus probable malgré tout dans cette crise, parce que Trump n'a pas le choix, parce que s'il réescalade, il se retrouvera de nouveau complètement piégé. Allez-y, Xavier. Oui, ce qui est intéressant quand on regarde les cartes de trafic maritime, c'est qu'on a vraiment deux passages pour les bateaux. On a côté iranien et on a au sud. Et là, le bateau qui a été frappé visiblement par un projectile a priori iranien, c'était au sud du détroit, très près de la péninsule de Moussandam, donc du côté omanais du détroit. Les Iraniens veulent montrer qu'ils restent maîtres du passage. D'ailleurs, ils ont alerté aujourd'hui en disant vous passez du côté de nos côtes, pas du côté d'Oman, sinon on va agir. Parce que passer le long de leurs côtes, c'est aussi a priori à terme, au bout des 60 jours, payer le fameux péage. Et donc ce bateau-là, moi j'en vois une quinzaine qui passe au sud, à un endroit que je connais très bien. Vous regardez en direct, c'est ça sur votre... Je regarde en direct. Voilà. Et donc effectivement, ça plaît pas aux Iraniens, et ils rappellent à l'ordre les armateurs, les capitaines, et puis ils disent aussi à Donald Trump qui a dit l'inverse ces derniers jours, oui, il y aura un péage, enfin un droit de passage, des frais techniques pour embouquer le détroit d'Ormuz. Guillaume.
Oui, c'est un des signes parmi beaucoup d'autres du déséquilibre du rapport de force entre les Iraniens et les États-Unis. En principe, on arrête de frapper quand il y a des négociations de paix. Et là, en touchant un cargo, les Iraniens disent, de toute façon, la paix, elle se fera à nos conditions. Et donc, si Donald Trump avait le moindre doute là-dessus, il est vraiment levé. L'Iran a salué ces dernières heures par la voix de Ghalibaf, qui est le négociateur en chef du côté de l'Iran. L'Iran a salué la déclaration de défaite de l'Amérique. C'est la défaite de l'Amérique, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe dans ce détroit en direct. Je crois, parce que si Trump avait une multitude de buts de guerre mal définis, changement de régime, le régime est renforcé, lâchage des différents proxies, Hamas ou Hezbollah, on ne voit rien de tel arriver. Contrainte sur le nucléaire, c'est remis à des négociations futures. Pour le moment, donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, sur aucun des objectifs qu'il pouvait s'être fixés, il n'a réussi. Et sur la liberté de passage, avant, il y avait une liberté de passage et personne n'imaginait un péage. Aujourd'hui, la question est de savoir si on va trouver un habillage qui conciliera un droit de transit formel avec en réalité paiement de passage. Donc c'est un échec sur toute la ligne. Merci beaucoup Jean-Marie Guéhenno d'avoir été avec nous. N'hésitez pas quand vous passez à Paris, vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez. Merci beaucoup Guillaume Roquette, merci beaucoup Samantha de Bendern, merci Colonel Goya, merci à vous Xavier de Giacomoni, merci bien sûr à vous de nous regarder. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles de podcast. Le QR code il est là, vous le scannez, vous le flashez et vous nous retrouvez.